Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour 100% Sport sur EDJFM, l'émission qui retrace l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, 3 chroniqueurs vont m'accompagner, Albin Texera, Benjamin Bruno, Bonjour Enzo, bonjour à tous. Nicolas Matt, Bonjour Enzo, ravi d'être là. et enfin nos régisseuses Marion d'Horizon et Tessa Biscara. Bonjour. Au sommaire, le Flash Info, on passera ensuite au portrait du jour, on enchaînera avec le débat et on parlera bien évidemment Coupe du Monde, on continuera avec la chronique préparée par Benjamin et on finira enfin par le quiz. C'est parti et on démarre par le Flash Info. À Doha, il se passe tous les jours quelque chose, Nicolas. Et oui, Cristiano Ronaldo fait encore parler de lui. Le quintuple Ballon d'Or était absent de l'entraînement des remplaçants hier. Il s'est contenté d'un travail en salle, selon Record. Il aurait même songé à quitter le rassemblement suite à cette désillusion de se retrouver sur le banc. Autre information, c'est Stéphanie Frappart et Clément Turpin qui prolongent leur séjour au Qatar. Bonne nouvelle pour l'arbitrage français. Les 2 représentants tricolores au sifflet ont été retenus pour la suite du mondial. Demain démarrent les quarts de finale de la Coupe du Monde et on commence à 16h avec la vaillante équipe croate qui affronte les extravertis brésiliens. Par la suite, à 20h, c'est l'Argentine de la Pulga Lionel Messi qui va se frotter aux glacials hollandais. Avant les Bleus, samedi, même heure contre nos éternels rivaux, l'Angleterre. Bouleversement dans la hiérarchie du Grand Ouest. Et oui, en NBA, les Pelicans sont leaders de la conférence Ouest. Ils devancent désormais les Suns et les Grizzlies, suivis un poil plus loin par les Nuggets et les Kings. Tout réussi à la bande de la Nouvelle-Orléans, un bilan de 16 victoires pour 8 défaites, de la haine, de la fougue, un staff parfait, un Big Three très intimidant, quel souffle d'air frais. On change de sport mais pas de pays. 14e semaine et les playoffs sont tout proches pour 3 équipes NFL. Les Chiefs vont avoir besoin d'un peu d'aide, mais les Vikings et les Eagles ont besoin d'une victoire pour décrocher leur billet pour les phases finales. Kansas City remporte la division AFC West si ils gagnent contre Denver et les Chargers perdent en même temps. Minnesota remporte la NFC Nord si ils gagnent contre Detroit et les Philadelphia Eagles se qualifient pour les playoffs s'ils l'emportent contre les Giants ou alors si San Francisco, tout comme Seattle, perdent. On finit à vélo sur la côte. Et pour la première fois depuis 1903, le Tour de France ne va pas arriver à Paris. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a annoncé une arrivée à Nice en 2024. Une fin sera contre-la-montre, une première depuis le dénouement légendaire de 1989, où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour 8 secondes face à l'Américain Greg LeMond. Merci beaucoup Nicolas, on passe maintenant au portrait du jour. Aujourd'hui Albin, vous nous faites le portrait d'un joueur portugais, pays que vous aimez tant. C'était la surprise de Fernando Santos, son coup de génie, son lapin sorti du chapeau. Le jeune Gonçalo Ramos, 21 ans à peine, a porté le Portugal face à la Suisse en inscrivant un triplé et délivrant une passe décisive pour sa première titularisation avec la Seleção. Ces grandes soirées avec la sélection, il en a l'habitude. C'était dans la catégorie jeune et notamment au U19. Il était l'un des guides de sa sélection, vice-championne d'Europe en 2019. Lors de cette compétition disputée en Arménie, l'attaquant a terminé meilleur buteur avec 4 réalisations, dont un triplé face à l'Irlande en demi-finale. Il n'avait en revanche rien pu faire en finale face aux Espagnols avec une défaite 2-0. Et pourtant, face à la Suisse, c'était seulement son 4e match avec l'équipe A. Sa présence dans les 26 au mondial était discutée au pays. Lui, Gonçalo Guedes ou Vitinha de Braga. Santos a choisi, a même décidé de le mettre devant André Silva dans la hiérarchie. On l'a compris très tôt, peu de temps avant le début de cette Coupe du Monde, où le Lisboète est rentré en amical face au Nigeria. L'occasion pour lui de marquer son premier but pour sa première sélection. Seulement voilà, son équipier Ronaldo avait un totem d'immunité dans ses phases de poule, ce qui lui a valu seulement 3 minutes de jeu face au Ghana et 9 minutes face à l'Uruguay, très peu pour se distinguer de son illustre idole. Il y a 2 jours, la pression l'a porté à son premier triplé et c'est ce qui lui vaut une place de titulaire pour la suite de la compétition. Seul Fernando Santos a la réponse qu'il garde bien pour lui jusqu'à samedi. Et son parcours en club? Cette sélection, il la doit à un début de saison tonitruant avec Benfica. Après avoir porté les jeunes en Youth League en 2020, Gonçalo Ramos a pris les devants de l'attaque lisboète après le départ de Darwin Núñez à Liverpool. Résultat, 9 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison. On peut aussi rajouter une réalisation et une passe décisive dans une poule de Ligue des Champions relevée, dont le Benfica a fini en tête devant un certain PSG, la Juventus et le Maccabi Haïfa.
D'ailleurs, Paris a affirmé un intérêt concret pour le jeune prodige portugais l'été dernier, mais qui a été décliné par les dirigeants lisboètes. Le club de la capitale pourrait revenir à la charge si le joueur formé au Benfica continue ses performances exceptionnelles, comme dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Albin d'avoir dressé le portrait d'un joueur talentueux, promis certainement à un très bel avenir. C'est maintenant l'heure du débat. Let's get ready to rumble! Alors vous le savez, ce week-end a lieu les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais avant d'évoquer ces matchs qui reprennent demain, j'aimerais savoir dans l'ensemble quelle équipe vous a le plus surpris dans cette Coupe du Monde. On commence avec vous, Benjamin. Moi, je dirais que c'est le Maroc parce que on les attendait pas forcément. Ils étaient tombés dans la poule un petit peu de la mort avec la Croatie, le Canada et la Belgique. Et ils s'en sortent avec, pour moi, un chapeau tendu, littéralement. Faire 0-0 en match d'ouverture contre la Croatie. Encore, c'était pas non plus le plus grand des exploits. Mais derrière, battre la Belgique 2-0 et battre le Canada également 2-1. Et derrière, quand ils passent en huitième de finale, ils éliminent l'Espagne au tir au but sans en prendre un seul. Dominique Livakovic qui pour moi est un gardien un très grand gardien en devenir, a montré vraiment de très belles choses depuis le début de la compétition. Et forcément, je pense que pour les Portugais, on se penchera peut-être vers Albin après, pour les Portugais ça peut peut-être faire peur parce que ça joue bloc bas un petit peu avec une très grosse défense et derrière ça peut piquer en contre-attaque. Donc faire vraiment attention à cette équipe marocaine. Ouais, très belle performance des Marocains. Première fois d'ailleurs qu'ils se qualifient pour les quarts de finale dans cette compétition. Albin, votre surprise de cette Coupe du Monde ? Le Maroc, c'est toujours solide. Donc c'est des matchs pièges, on l'a vu avec l'Espagne. Quand on est contre un bloc bas aussi clair, aussi précis et sur des contre-attaques qui peuvent aller très vite, c'est piège. Après, l'Espagne n'ont pas été à leur niveau, à mon sens, sur ce huitième. Donc les Portugais, normalement, ça devrait passer selon moi parce que ils ont des joueurs qui peuvent jouer les troubles faits, des João Félix. Peut-être un peu plus dangereux en attaque, le Portugal aussi. C'est ça, et moi, je considérerais même le Portugal comme une surprise si on part d'un point de vue général. Je veux dire, quand je vois l'équipe qui ne les mettait pas dans le top 7 des favoris, on voit que mettre 6-1 à la Suisse, c'est pas facile, surtout après tout ce qui s'est passé au sein de la sélection. Donc il y a vraiment une empreinte que Santos a réussi à mettre en place et c'est pas une surprise pour moi personnellement, mais d'un point de vue général, je mettrais quand même cette sélection. Jamais je la donnerai en quart de finale, en tout cas avec Santos avant le début de cette compétition. Maintenant, on peut rêver du titre. Nicolas ? Est-ce que j'ai le droit de parler d'une surprise en négatif ? Oui, allez-y. Parce que moi, je vais parler de l'Allemagne. Alors, je suis assez décontenancé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Allemagne ne fait plus peur. Il y a une époque, après la Coupe du Monde 2014, c'était un champion du monde qui, justement, faisait peur à tout le monde, mettait des 7-0, faisait des très gros scores et avait une équipe conquérante. Aujourd'hui, l'Allemagne n'est plus que l'ombre d'elle-même et Hansi Flick ne fait même pas l'unanimité au sein de la sélection, notamment sa gestion et son coaching. Ilkay Gundogan, Marc-André Ter Stegen et Kai Havertz ont fait comprendre qu'ils ont trouvé le coaching plus que fébrile et plus que déficient. Il y a beaucoup de cadres du Bayern qui sont favorisés, il faut le dire, et c'est un problème dans la sélection. Je pense que l'ambiance interne n'est pas bonne et il n'y a plus de tueurs. On n'a plus de tueurs en Allemagne. C'est vrai que Thomas Müller est à la fin de sa carrière et c'est plus lui qui fait la différence en attaque. Ils ont été obligés de sélectionner Füllkrug. Alors c'est un très bon joueur du Werder Brême, mais ça montre aujourd'hui qu'on manque vraiment d'attaquants solides. On a des ailiers, mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'il y a aussi un problème de leadership. Joshua Kimmich a été l'ombre de lui-même aussi. Le milieu de terrain n'était pas du tout à la hauteur. Il manque un Bastian Schweinsteiger. Il manque vraiment les âmes allemandes. On a vu une défense frileuse aussi face au Costa Rica. Oui, c'est une défense frileuse. De mener le match de bout en bout, toute la première mi-temps, la possession du ballon, le score à son avantage, et de se faire peur en perdant 2-1 au retour des vestiaires. Je pense que le problème, c'est pas forcément la défense. Alors, il y a eu 2 bourdes de Manuel Neuer, c'est ce qui montre que c'est une équipe au global qui a un problème. Et donc la défense, c'est peut-être pas le principal chantier. Pour moi, c'est vraiment le milieu de terrain où c'était vraiment une équipe coupée en deux. Je trouve que cette équipe ne jouait pas bien ensemble. Forcément, oui, Benjamin. Après, avec cette équipe allemande, je trouve que quand même pour l'avenir, il faut réussir à passer la page parce qu'on reste encore avec pas mal de cadres de Joachim Löw. Donc un petit peu dans le même esprit, etc. Donc ça peut pas fonctionner si on tourne pas la page complètement. On sait que Müller a sûrement annoncé la fin de sa carrière internationale, ce qui est pas mal peut-être pour le renouveau allemand. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur un Musiala qui est tout simplement un joueur fantastique. Qui est vraiment le futur grand patron de cette équipe allemande. Il est exceptionnel à avoir joué. Moi, je un trouve pur plaisir. Quand même que l'Allemagne, on ne souligne pas un aspect. Moi, je trouve qu'il y a eu un manque de respect
un manque de respect pour leurs adversaires dans cette Coupe du Monde. C'est quelque chose de tout simple, mais quand on gagne 1-0 face au Japon et qu'on voit un Rudiger qui chambre un petit peu le Japon, alors qu'il y a encore 30 minutes de jeu et seulement un but, c'est à l'image même. Et moi, je trouve que ils n'ont peut-être pas assez pris au sérieux leurs adversaires. On l'a même vu face au Costa Rica en dernier match. Mais pour moi, ils ne les ont pas pris au sérieux. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé d'arrêter d'être arrogant. Ils ont supprimé le nom Mannschaft parce qu'ils jugeaient ce nom trop arrogant. Mais bon, aujourd'hui, le principal problème en Allemagne, c'est les centres de formation. On n'a plus de jeunes espoirs qui sortent. Alors, on a le Bayer Leverkusen qui est un grand centre de formation. On a Schalke, on a toujours le Bayern. Mais je pense qu'il y a un renouvellement qui s'est pas fait. Et aujourd'hui, on le constate à certains postes. Après, il faut pas oublier aussi que on l'a vu que certaines équipes ne sont pas venues au Qatar pour le football. Je pense que c'est l'esprit qu'avait également l'Allemagne. Ils sont arrivés pour parler politique. On se souvient notamment de la main devant la bouche qui a fait beaucoup parler. À partir du moment où on n'a pas la tête au ballon rond, forcément sur le terrain ça peut pas aller. Alors, il y a des équipes qui vous ont surpris, mais aussi des joueurs. Et j'aimerais bien avoir aussi votre avis. Albin, peut-être qu'on commence par vous. Joueur qui m'a surpris en positif, moi j'étais étonné du début de Coupe du Monde de Valencia, qui m'a surpris. Mais après moi je veux souligner quand même quelque chose de négatif, et là je vais revenir sur ma sélection. Cristiano Ronaldo, c'est non. On l'a vu, il joue un aspect positif mentalement sur la sélection dans ses phases de poule, je pense. Mais malheureusement, dans le jeu, il n'était pas assez présent. Et là, en fait, il est en train de ruiner une légende dans cette phase finale. En fait, il a un comportement qui peut être discutable pour certains, mais il a un comportement mitigé. Et en plus, sa famille derrière qui fait des sorties plus que déplacées. Donc, Ronaldo, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais bonne figure jusqu'au bout. En portugais peut-être ? Non, faut pas abuser. Je ne pense pas qu'il sera sur Spotify de DJFM. Il y a très peu de chance. C'est quand même triste parce que je me dis j'aimerais bien, mais il y a possiblement une finale, peut-être encore Argentine-Portugal, possiblement. ça serait beau. Et on pourrait avoir quand même un Lionel Messi titulaire et un Ronaldo sur le banc. Et j'adore. C'est terrible ça. Ça, je pense pour sa légende, ça serait horrible. Et ce qui pourrait peut-être le mieux finir cette légende, ça serait peut-être une finale Argentine-Portugal et Ronaldo rentre à 10 minutes de la fin et il marque le but de la victoire. Voilà, c'est peut-être tous les Portugais rêvent ça, mais ça fait peur. Après, il y a tous les journalistes derrière qui mettent aussi beaucoup sur Ronaldo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne le saura jamais. Un joueur favori aussi, Benjamin ? Un joueur que j'ai découvert, je l'avais déjà découvert sur Football Manager, mais ça restait de la science-fiction. C'est Enzo Fernandez, le milieu argentin qui éclabousse littéralement de sa classe. C'est peut-être un petit peu des mots forts, mais je trouve vraiment qu'il arrive sans aucun stress limite. C'est vraiment beau à le voir évoluer. Moi j'avais vu une petite photo de lui avec André Di Maria et Lionel Messi quand il était jeune, et là c'est lui qui distille des ballons et des passes décisives pour eux, donc l'histoire est belle et le joueur montre vraiment de très très bonnes qualités, et ça m'étonnerait pas que dès cet hiver ou peut-être même cet été, il affole littéralement le marché PSG des dessus. transferts. Le PSG s'est positionné dessus après ses performances en Ligue des Champions. Ouais. Nicolas aussi un joueur. Oui, en 3 mots, moi je vais rester en Allemagne et je vais pas être original, mais c'est vrai que Jamal Musiala, quand on parle de Bundesliga, c'est pas le premier nom auquel on pense, et au moment c'est vrai que c'est Jude Bellingham qui a plus la cote en Allemagne. Mais quand je vois l'impact dans le jeu, casser des lignes, techniquement, c'est lui qui a tout fait avec cette sélection allemande. Où serait la sélection allemande si vraiment il n'avait pas été performant ? Je sais même pas s'ils auraient chopé le nul face à l'Espagne, et est-ce qu'ils auraient gagné face au Costa Rica. Donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps, mais je pense que Jamal Musiala est la révélation de cette Coupe du Monde, parce qu'il faut dire que ses performances au Bayern sont excellentes, mais ça, vraiment j'ai été choqué par ce que j'ai vu en Coupe du Monde. Très rapidement, l'équipe qui vous a le plus déçu dans cette Coupe du Monde ? Très rapidement. Moi je vais dire l'Espagne en fait, parce qu'on les a vus beaucoup trop beaux. Et en fait l'Espagne c'est à son habitude, on joue à la passe à 10, mais au bout d'un moment il faut leur expliquer que le but du football c'est de marquer un but, ou peut-être plusieurs, et ça ils ne l'ont pas compris, parce que jouer à la passe à 10 pendant 90 minutes devant la surface des Marocains, c'est pas ça le football, donc je veux bien. Et en plus c'est chiant à avoir joué, si je peux me permettre. J'ai jamais pris de plaisir à avoir joué l'Espagne face au Maroc, ni contre l'Allemagne, voilà, on les a mis sur un piédestal et ça m'a déçu. Benjamin, oui. Je vais pas être original, ça va être l'Allemagne, parce que autant en 2014 en 2018 on pouvait dire c'est la malédiction du champion si on veut,
Mais là, quand ça fait presque 8 ans du coup qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin 6 ans. Pour moi, la descente aux enfers de l'Allemagne, c'est contre la France en demi-finale au Vélodrome. À partir de ce moment-là, on a vu une Allemagne qui était complètement désunie et qui n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre en tournoi international. Donc oui, moi, ma grande déception, c'est l'Allemagne parce qu'encore une fois, 2e année consécutive qu'on passe pas les poules. Nicolas, ouais. Bah moi je vous ai fait un peu à l'envers, je vous ai dit C'est ma vrai. surprise, donc moi c'était évidemment l'Allemagne, mais s'il faut dire autre chose, je dirais forcément la Belgique auquel on n'a pas parlé. Alors il y a un renouvellement qui va se faire, et c'est vrai que là la Coupe du Monde c'était peut-être celle de trop, les cadres se sont tendus entre eux, et ça a donné des déclarations dans la presse un peu pour qui s'attaquent les uns les autres. C'était assez cocasse, mais c'est dommage parce que dans le jeu on les a pas reconnus, c'était très fébrile, et puis c'était vraiment, enfin j'avais pas l'impression de voir la Belgique jouer. Ils sont malmenés par le Maroc, ils se font malmener par la Croatie, enfin même s'ils dominent toute la Par le deuxième mi-temps Canada face à la aussi. Croatie, il faut le dire, mais contre le Canada, la victoire, je le dis, c'est un miracle. Maintenant il faut faire quelque chose, il y a un changement d'entraîneur, il y a une nouvelle ère qui va se construire, et on espère que pour eux ça va aller mieux. Et encore une fois, la Belgique a copié la France puisqu'ils ont voulu faire un remake de Nice Na. On l'a vu avec des conférences de presse à foison. Non, et en plus, maintenant, Eden Hazard a annoncé sa retraite internationale. On va voir comment cette sélection va se reconstruire. Merci beaucoup en tout cas à vous pour ce débat, et on enchaîne avec la chronique réalisée par Benjamin. Disparue en 2019, une compétition de double mixte par équipe nationale va revenir en juillet 2023 sur la Côte d'Azur. Pour le plus grand plaisir des amateurs de tennis, la Hopman Cup revient. Disparue depuis 2019, la compétition va revenir, et pas n'importe où, mes chers collègues. C'est à Nice que le tournoi de double mixte va s'établir dès cet été, et ce pour les 5 prochaines années. Petit rappel de ce qu'est la Hopman Cup, c'est un tournoi qui avait lieu en Australie de 1989 à 2019. Le tournoi international par équipe mixte a toujours réussi à réunir les grosses têtes du circuit international, à l'image notamment de Roger Federer qui a remporté les 2 dernières éditions. La possibilité de revoir cette compétition est donc due au groupe Tenium qui a remporté l'appel d'offres. En ce qui concerne donc la nouvelle édition à Nice, elle se déroulera en juillet 2023, seulement 2 semaines avant le début de Wimbledon. Pour ce qui est de la formule, on garde les mêmes et on recommence. 2 poules de 3 équipes avec une finale entre les 2 premiers de chaque poule. Rendez-vous donc pris en juillet 2023 sous le soleil azuréen. Merci beaucoup Benjamin. Alors forcément Albin, vous êtes un mort du tennis, et j'aimerais avoir votre avis sur ce format, sur cette compétition qui arrive à Nice. C'est bien pour Nice parce qu'il n'y avait plus d'ATP 250 dans la ville depuis un long moment, mais là c'est une compétition pour faire, j'ai l'impression, du fric. On met une compétition en plein mois de juillet sur terre battue, alors que personne ne joue sur terre battue en plein mois de juillet. On joue plus sur gazon. On veut attirer des top 20, donc j'ai lu comme quoi ils veulent attirer au moins 6 top 20 et 4 top 10, mais aucun top 20, aucun top 10 va venir à Nice avec le prize money qu'il y a pour le moment annoncé, qui a été annoncé. 1 million d'euros. C'est très peu pour attirer quand même ces têtes de série là, et encore une fois on fait une compétition, j'ai l'impression, comme la Coupe Davis, pour dire on fait une compétition mixte, alors qu'il y en a une qui va voir le jour en Australie en janvier, qui elle va attirer des grosses têtes de série comme Nick Kyrgios. Là j'ai l'impression que vraiment on se dit bon allez, on relance l'Hoffman Cup parce qu'elle a marché en Australie, mais il y avait un gros prize money. Alors peut-être je me trompe, j'espère me tromper, mais je trouve que c'est inutile comme compétition, surtout en plein mois de juillet. C'est comme la Coupe Davis de Gérard Piquet là c'est, mon Dieu, le tennis va mal. Merci beaucoup Albin. On passe directement au quiz. Des questions sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi? Yannick Noah. Oui, bonne réponse. On ne change pas les habitudes pour le quiz. 5 questions vont vous être posées. Le but est de répondre bien évidemment le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est un quiz spécial Coupe du Monde. C'est parti avec la première question. Le total de buts inscrits dans ces 8e de finale est de 28, soit le plus haut montant à ce stade de la compétition depuis quelle année? Je vais tenter un petit 1998. Non, c'est plus vieux. 66. Non. J'improvise, vraiment. Coupe du Monde 82 Non, mais vous n'êtes pas loin. avec Une Platini. petite ambiance. 86 alors. 86, exactement, depuis 1986. Question numéro 2, le Portugal a pulvérisé la Suisse 6-1 pour votre plus grand bonheur, Albin. Mardi, lors des 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar, 6 buts inscrits dans le même match à ce stade de l'épreuve, c'est un fait très rare pour être souligné. Il existe seulement 2 précédents dans l'histoire, lesquels?
Ah bah moi il y a forcément tout le monde la suite 2014 avec le Brésil et l'Allemagne. Donc le 7-1. Non. Attends, Non, à ce stade, donc en à ce huitième. stade, ce en huitième. en en huitième, huitième. excuse-moi, En oui, huitième. excuse-moi. Donc c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé 2 fois. En quelle année? Allez, En 1938. Ah bah, on était Oh là tous là. là. Hein, Est-ce que- On était tous présents. Je m'en Attendez, excuse mais est-ce- je ne savais pas. Est-ce que par hasard ce ne serait pas la France qui se. Non, la Non. France avait été sortie en phase de poule. Bon, ça donc doit non. être la Hongrie, un Ouais, truc comme ça. C'est la Hongrie, Hongrie. exactement. Hongrie. Je vais vous aider un peu. Il y avait Hongrie-Indonésie. Il y a eu 6-0 pour Waouh. Hongrie. Et il y a un deuxième match. Incroyable ce match, je m'en souviens. Même année Même année, le 5 juin 1938. Il y a eu 11 Bah attendez, buts. c'est 11 l'Uruguay. buts dans le match. Mais- Ah non, c'est. 11 buts. C'était 11 un buts score de dans le match. handball. Oh, là. ça c'est un match un peu mafieux, je pense, ça sent l'Amérique du Sud. Paraguay. Il y a le Brésil. Il y a le Brésil. Face à quelle équipe? Brésil. La face France à- les a rencontrés dernièrement. La Norvège. Récemment, bah, la l'Australie. Pologne. La Pologne, L'Australie, exactement. L'Australie ne jouait pas au football à cette époque. 2 matchs qui se sont disputés le même jour. Du coup, le 5 juin 1938, lors de la 3e édition du tournoi en France, c'est dire la performance exceptionnelle des Portugais. Pas des Question... Français pour le coup. Pas des Français, non. Donc, Question numéro 3. Qui est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la compétition dans un match à élimination directe? Pep, à Pep. 39 ans. Exactement, 39 à ans 39 ans et combien de jours? 153 jours. Non, des- 284 jours. 3 jours, 283 jours. Ouais, c'est effectivement Pépé. Il a battu le Vous êtes en avance, record excusez-moi. d'un certain Roger Mila qui était de 38 ans et 34 jours en 1990. Question numéro 4. Gonzalo Ramos a marqué un triplé contre la Suisse mardi, du coup lors des 8e de finale. Il est devenu le premier joueur à marquer 3 buts dès sa première titularisation en Coupe du Monde. Depuis quel joueur? Alors moi je l'ai, mais je laisse mes comparses. Je l'ai. Et je donne un indice, il est allemand. Attendez, répète Ah la bah question. Müller, je l'avais vu. Non, Non. c'est pas Müller. Non, c'est Nine. Miroslav Klose alors. Oui, c'est Miroslav Klose, exactement. Mais est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai. La question j'étais c'était pas Gonzalo attentif. Ramos a marqué un triplé Oui. contre la Suisse. Il est Oui. devenu le premier joueur à marquer 3 buts Mhm. dès sa première titularisation. Oui, donc il y a Klose. Donc il y a seulement Klose. En Ah, j'ai 2002. cru qu'il y en En avait 2002, avec l'Allemagne en 2002. Bah, il y a un point partout pour l'instant. C'est- Dernière question, c'est une info très récente. Quelle annonce la Real Federación Española de football a-t-elle annoncé? Waouh. C'est Wow. très récent. Trop récent peut-être à mon goût. Peut-être trop récent. Je crois que C'est une grosse annonce. Ah, c'est une très grosse annonce, oui. Javier Tebas quitte le navire. Non. Non. Un petit indice. Par rapport à la sélection espagnole. Ah oui. Ah bah oui, Il- l'avenir de Luis Enrique. Luis Enrique pour la risque saison d'être prochaine. remplacé par Marcelinho. Et mais Ah Luis ouais. Enrique a été justement remplacé. Ah, il est officiellement Il est limogé. officiellement Officiellement. sorti d'une Coupe du Monde D'accord. ratée et marqué par une élimination contre le Maroc 0-0 en 8e de finale. Luis Enrique et la Fédération espagnole ont, comme attendu, mis fin à leur collaboration ce jeudi. Le sélectionneur de la Roja quitte donc son poste après 3 années de Le bons point est pour qui alors? et loyaux services. Les Français veulent savoir. Enzo. J'avais Non, Gonzalo il est pas- Ramos, donc Oui. je l'ai laissé quand même. Mais il y a Manuel dans le public qui avait. Allez, qui avait Manuel, la vous avez bonne gagné. réponse aussi. Bravo, Qui a Manuel. eu le point là? J'ai pas compris. Pour son anniversaire, Pour son d'ailleurs. anniversaire. Joyeux anniversaire, Bon Manuel. anniversaire à Manuel d'ailleurs. Bon bah donc on a toujours un point partout pour le tableau, pour le plateau quoi. Exact. Ça nous départage pas cette. Toujours la compétition, monsieur. Allez, Manuel. Ah bah une petite évidemment, question attendez. bonus. Petite question je bonus. J'ai pas préparé de questions modestes. Bon. Allez. Merci en tout cas. Ah, à y a vous. pas d'autres questions. Non, non, non. Il y a pas D'accord. de questions, Nico. Ah, il y a pas de d'accord. questions. Ok. Merci en tout cas à vous, mes chers chroniqueurs, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sur DJFM. À bientôt.